Je- Donc, bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette formation plaidoyer auprès des élus qui est proposée donc par le réseau Rester sur Terre. Je m'appelle Charlène et je coordonne donc la partie française du réseau. Et ce soir, on va se pencher sur comment s'adresser aux élus de manière efficace. Et voilà. Donc, dans le cadre de campagne pour la réduction du trafic aérien, mais ceci dit, ça reste une formation très très généraliste, plutôt axée climat-environnement, et donc elle peut s'appliquer à n'importe quel type de plaidoyer auprès d'élus, locaux ou pas, on va le voir. Donc, juste un petit disclaimer sur comment a été conçue cette formation. En fait, c'est vraiment une formation qui a été faite à partir de nos expériences militantes, à partir de mes expériences dans le cadre d'autres collectifs, notamment à Alternativa et la campagne alternative territoriale qui visait à mettre en place des plaidoyers locaux auprès des élus municipaux et des EPCI, donc des collectivités voilà, métropole ou autres. Et donc, voilà, ça vient de là. C'est pas du tout la science infuse. C'est pas du tout. Je pense que il y a un bon équilibre entre théorie et pratique. Si jamais vous voulez aller plus loin, bien sûr que je pense qu'il y a d'autres sources de travail, mais bon, cette formation vise vraiment à, je crois, dédramatiser le contact. C'est le troisième point. C'est-à-dire que, en fait, on se dit souvent que les élus sont intouchables ou que on n'a pas, enfin, on ne sait pas trop comment les prendre et c'est assez intimidant. Je crois que vraiment, c'est important de se dire que non, on est totalement légitime à aller leur parler et du coup, à faire en sorte d'intégrer une stratégie de plaidoyer dans une stratégie plus globale de mobilisation, puisqu'évidemment, les élus sont souvent les personnes dépositaires du pouvoir. Par ailleurs, donc, il y a une première partie où je vais vous parler un peu des différents échelons territoriaux et leurs compétences. C'est vraiment très généraliste et pas du tout adapté aux aéroports parce que les aéroports, c'est un peu spécifique. Mais on pourra reparler du cas aéroport dans la discussion ouverte qu'on aura ensemble et puis comprendre comment les aborder tout simplement. Donc voilà, une première partie sur élus et climat, c'est quoi les échelons? Et puis ensuite, une partie plus pratique sur comment on gère le rendez-vous du début à la fin, de A à Z, donc même en amont et en aval. Euh, donc, les postulats de base qu'on prend dans cette formation, et il faut bien savoir que dans certains groupes militants, ces postulats-là vont pas forcément être les mêmes, enfin, on va pas forcément les avoir, mais en tout cas, nous, ici, on se dit que le rôle de la société civile ne se limite pas à mettre un bulletin de vote dans l'urne tous les X années, et que la démocratie peut et doit être continue grâce à la possibilité pour le citoyen de réclamer, d'agir, de participer à l'élaboration de la volonté générale. Donc ça inclut effectivement le fait de faire ce travail de plaidoyer. Donc juste pour la petite note de vocabulaire, souvent on entend parler de lobbying et de plaidoyer. C'est quoi la différence entre les deux? Nous, enfin, dans la plupart des ONG, la manière dont on considère les choses, c'est qu'en fait, un lobbying, ça va être d'intérêt privé, pour un intérêt particulier, alors que le plaidoyer, c'est d'intérêt général. C'est la seule différence. Sinon, ça reste un travail d'influence auprès en fait, de personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique, du pouvoir. Euh, L'échelle locale en particulier est assez propice à l'implication citoyenne parce qu'en fait, les élus sont moins loin de nous que comment dire, leur poste repose sur une plus petite fraction de la population. Et donc, globalement, ils sont plus enclins à écouter les revendications. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté très fréquemment. C'est beaucoup plus facile de se battre contre l'agrandissement de l'aéroport de Lille, qui appartient à la région et à la métropole, contre l'aéroport de Marseille, qui appartient à l'État principalement. Et donc, les élus sont plus loin et donc ils en ont un peu plus rien à faire. Donc voilà, dès que les enjeux sont plus directs, on a quand même plus de poids. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les élus, euh, comme monsieur tout le monde, j'ai envie de dire, mais même pas, ont une conscience assez générale des enjeux climat, voire relativement limitée par rapport à ce que ça signifie en termes de rapidité et d'ampleur de ce qu'on va se prendre dans la figure. Euh, mais en plus de ça, ils n'ont pas forcément l'idée des mesures précises qu'il faudrait mettre en œuvre au niveau de leurs compétences à eux. Et ils ont tendance à traîner la patte
Et c'est beaucoup lié aussi à un travail d'influence qui est fait constamment de la part d'un certain nombre de grands groupes pour justement faire en sorte de retarder l'action climatique et de faire croire que tout va bien. Donc sur l'aviation, encore une fois, c'est le cas quotidiennement presque, qu'on constate que des élus en fait ne maîtrisent pas leur dossier ou bien avalent vraiment très facilement les déclarations du secteur qui dit qu'il va décarboner très bientôt et qu'il n'y a pas de souci, qu'il ne faut pas s'en faire, il faut dormir sur ses deux oreilles. Donc là-dessus, on a vraiment un rôle à jouer, que ce soit en tant qu'ONG ou en tant que citoyen, pour faire pression et rétablir la vérité ou en tout cas demander des comptes à ces élus. Alors, pour les différents échelons auxquels on peut s'adresser. Donc, dans une commune, c'est assez simple. On a normalement un conseil municipal qui doit se réunir au moins une fois par trimestre. En réalité, c'est plutôt au moins une fois par mois. Le maire donc, préside le conseil municipal et il est conseillé par des adjoints élus parmi les conseillers municipaux. Et on a donc un nombre de sièges à pourvoir en fonction du nombre d'habitants. À noter que Paris, Lyon, Marseille ont quand même un fonctionnement relativement plus complexe et chiant. Mais bon, voilà, donc avec des compétences qui sont séparées entre les mairies d'arrondissement ou les mairies de secteur pour Marseille et entre la mairie centrale avec un conseil municipal centralisé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'organigramme type de mairie. En fait, la mairie s'organise un peu comme elle veut. Ça va dépendre de l'équipe en place, ça va dépendre des usages, ça va dépendre de la taille. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de recette magique pour s'adresser au bon élu. Il faut aller chercher un petit peu dans l'organigramme de la mairie, dans les relations qu'on a pu observer entre les élus et leurs déclarations, et également dans la presse, en fait. Il faut aller chercher à qui s'adresser pour le sujet qui nous intéresse. Donc voilà, bon, ça c'est un organigramme un peu type, mais on voit qu'on a un maire, il a un directeur de cabinet et puis un directeur général des services, et ensuite tous les services sont dessous. Globalement, le maire va pas forcément être accessible pareil en fonction de la taille de la ville, bien évidemment. Mais il y a des petits maires de petites communes. Là, en ce moment, à Lille, on travaille beaucoup avec les maires des communes qui sont impactées par l'extension de l'aéroport. Et c'est vrai que c'est pas difficile d'aborder ces élus-là, quoi. Euh, voilà. Ensuite, les intercos. Donc, en fait, concrètement, ce sont des conseils communautaires donc, de différentes communes qui sont regroupées, ou bien métropolitains pour les grandes villes. Et c'est toujours composé d'un président du conseil qui est élu par le conseil communautaire et de vice-présidents et de conseillers élus qui composent un conseil. euh, enfin, ils sont élus proportionnellement au nombre d'habitants dans les communes. À noter quand même que, bah, par exemple, dans la métropole européenne de Lille, les petites communes ont plus de poids que les grosses, puisque en fait, le maire d'une commune est automatiquement conseiller métropolitain. Donc, même s'il y a 8000 habitants, enfin, s'il y a 400 habitants, en fait, le maire est quand même là par rapport à d'autres élus qui vont représenter 8000 personnes. Je ne sais plus les chiffres exacts. Je les savais pour Marseille, mais pour Lille, je ne pourrais pas vous dire. Mais bref, en gros, c'est ça. Donc, parfois, on a un peu un déséquilibre à ce niveau-là qui favorise une forme de clientélisme. C'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lille. Ça se voit parce qu'en fait, du coup, le président du conseil va souvent pouvoir s'arranger avec ces tout petits maires-là ou leur proposer des choses pour leur commune qui font que ensuite ces maires sont un peu achetés et vont voter toujours pour la même personne et pour les mêmes délibérations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les conseils communautaires, à chaque fois, enfin dans les intercos, on a différentes commissions, donc souvent transport, voilà, etc. Et que c'est intéressant d'aller regarder quels élus siègent dans quelle commission pour mieux comprendre le fonctionnement, le cheminement des textes, puisqu'en fait, en plénière, ça va rester une grande chambre d'enregistrement, mais il n'y a pas grand-chose qui se joue à cet endroit-là. C'est plus un théâtre, mais c'est pas vraiment un endroit où s'élabore quelque chose. Donc, si on veut peser sur une élaboration vraiment dans le fond, il faut être là en amont. Donc, il faut connaître le calendrier des commissions et il faut être là bien en amont. Voilà. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que les EPCI ont des compétences qui sont limitées à celles qui leur ont été transférées.
Et donc, en fait, la répartition, c'est pas toujours facile de savoir, mais enfin, si, ça reste quand même toujours un peu la même chose, mais il y a certaines compétences qui peuvent être retransférées de la mairie vers le PCI et vice-versa. Par exemple, à Marseille, récemment, Marseille a repris la compétence tourisme qui était avant à la métropole ex-Marseille, Provence. Bref, donc ça, c'est des choses qu'il faut suivre pour savoir quel élu va pouvoir faire les choses. De même, à Marseille, un truc intéressant, c'est qu'en fait, les transports ont 30 ans de retard. C'est une situation qui est catastrophique. Et il y a quand même une élue à la mairie de Marseille qui est élue au transport. Mais en fait, son travail, c'est vraiment que du lobbying, enfin, du plaidoyer en tout cas, vis-à-vis de la métropole, puisque la compétence n'est pas du tout à Marseille. Et en fait, elle a aucun pouvoir. Donc, c'est vraiment un poste très difficile. Voilà pour ça. Donc voilà, je voulais esquisser tout à l'heure, il y a donc un fonctionnement avec une prise de décision dans les conseils communautaires ou conseils de métropole. Environ, je crois qu'il y a une obligation à les faire aussi tous les trimestres, mais il doit y en avoir une fois par mois ou tous les 2 mois, ça dépend. Voilà, délibération du conseil communautaire. Il peut y avoir une délibération double à la fois en conseil communautaire, mais aussi dans les communes pour les grands dossiers. Et ensuite, une mise en œuvre avec des agents intercommunaux. Donc, en fait, c'est comme c'est la réplication, le millefeuille territorial, c'est vraiment ça. C'est la réplication du fonctionnement qu'on a à l'échelle d'une ville, on l'a à l'échelle de la communauté de communes, quoi. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant pour le climat, c'est que ces métropoles sont comment dire, sont chargées de mettre en œuvre le PCAET, ou donc Plan Climat Air Énergie Territorial, ou PCAEM Métropole, Plan Climat Air Énergie Métropolitain. C'est donc la déclinaison métropolitaine, enfin territoriale, des objectifs climat de la France, de la stratégie nationale bas carbone. Normalement, ces plans climat ont dû tous être adoptés. C'était une obligation légale jusqu'en 2019, je crois. Ils sont soumis régulièrement à des révisions. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir ça. Par contre, ils sont très, très peu ambitieux et ils sont même pas mis en œuvre correctement. Donc, il y aurait un travail de dingue à faire si on voulait aller les chercher là-dessus pour exiger que les plans climat soient déjà, enfin, ouais, mise en œuvre et puis ensuite que leur ambition soit rehaussée. Mais on peut pas tout faire. Ensuite, d'autres acteurs. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi parfois, notamment dans les grandes villes, des conseils de quartier. Donc, c'est obligatoire pour les communes de plus de 80 000 habitants. C'est des groupes de pression, enfin d'influence en tout cas, qui sont quand même assez puissants parce qu'ils ont parce qu'ils ont du temps, en fait. C'est souvent des retraités qui connaissent déjà un peu les dossiers et qui ont des attentes particulières vis-à-vis de l'endroit où ils vivent et qui vont pouvoir avoir une influence sur la politique de la ville. On a aussi des conseils municipaux des jeunes ou des conseils des aînés, pas obligatoires, mais intéressants aussi pour faire émerger des idées. Et puis, le conseil de développement qui est obligatoire pour les territoires de plus de 50 000 habitants, parfois simplement consultatif. Ensuite, bon, on a l'État, la présence de la préfecture de département et du préfet de région, plus l'ADREAL pour le ministère, qui sont aussi présentes sur les territoires. Et puis, le département et la région connaissent aussi quand même pas mal enfin, sont la plateforme qui peut fournir aussi beaucoup de données sur l'état des politiques climatiques au sein de votre territoire. Et puis, il y a aussi un acteur intéressant à aller chercher parfois sur certains dossiers, c'est le CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional, qui en fait va souvent mener des études et publier des avis sur différentes politiques publiques. Et ça peut être un outil, enfin, une instance à aller mobiliser. Et puis, vous avez aussi l'ADEME au niveau régional qui dispose de nombreuses informations et chiffres que vous pouvez aller chercher, notamment sur le climat. Ensuite, donc j'ai sauté un échelon, j'ai sauté le département, c'est bien simple, le département n'a quasi aucune compétence en termes climat, à part de gérer des établissements comme des collèges
qui ont un impact climatique important. Et donc, voilà. Mais globalement, le département va être quand même l'échelon le moins intéressant au niveau du climat. En revanche, la région redevient intéressante puisque elle est en fait, elle élabore et ensuite met en œuvre le SRADET, qui est donc le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Et ça, c'est la déclinaison au niveau régional de la stratégie nationale bas carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur la région, malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, mais on arrive à un échelon où c'est quand même difficile de toucher les élus. Enfin, moi, les 2 dernières régions dans lesquelles j'ai vécu, c'est systématiquement en plus des conseils régionaux qui sont très à droite. Donc c'est très, très compliqué à aller chercher. Les processus sont ultra longs et ultra pénibles. Mais néanmoins, on peut avoir de bonnes surprises. Et, et les choses bougent plus vite que... Enfin, les choses peuvent bouger. Mais et dès que, par exemple, on est dans des régions un peu plus propices, je sais pas, autour de Nantes, par exemple, ça devient très intéressant. Mais donc, bon, là, effectivement, à voir en fonction de votre région si ça vaut le coup de la viser ou non. Et puis ensuite, on a tous les élus nationaux, enfin, notamment les députés et les sénateurs. Ce qui est intéressant avec eux, évidemment, ça va être donc tout le volet législatif pour faire avancer la loi vis-à-vis du climat. On peut imaginer de trouver un cavalier législatif, donc c'est-à-dire un paquet de lois dans lequel une loi propice à nos demandes puisse s'intégrer. Et il est possible du coup, le mieux c'est de le faire avec plusieurs ONG, et enfin, de proposer une rédaction, etc., et de le faire bien en amont, en partenariat avec les collabs des députés. Mais bref, proposer une loi pour faire en sorte de réguler tout ça. Malheureusement, enfin, ça a ses limites quand même tout ça. C'est vrai que pendant la loi climat et résilience, on a eu un grand espoir d'arriver à faire passer des choses quand même suffisamment ambitieuses, parce que Macron avait dit qu'il reprendrait sans filtre les mesures proposées par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, enfin, c'était des propositions qui en fait avait une cohérence et un esprit de justice sociale. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très intéressant. Malheureusement, on a été douché vraiment, enfin, nos espoirs en tout cas, parce que quasiment rien n'est passé, en tout cas sur l'aviation, par exemple. Faut voir à quel point les mesures ont été laminées et réduites à peau de chagrin. Et en fait, il n'y a plus grand-chose à en tirer à part un gros exercice de communication, quoi. Donc voilà, donc le vote des lois, bon, on y croit, enfin bon, ça peut, hein, on pourrait trouver quelque chose et on va essayer de mettre en place une stratégie au niveau enfin, national sur cette question-là, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas évident. Et puis sinon, un truc qui peut être intéressant avec les députés quand même, c'est qu'ils ont quand même une portée médiatique forte, députés ou sénateurs d'ailleurs, et que du coup, on peut leur demander de poser une question au gouvernement sur un sujet donné, donc un sujet qui intéresse en premier chef leur territoire. Donc ça peut être sur une extension d'aéroport un bon moyen de relancer une lutte en allant chercher la mauvaise réponse de Clément Beaune. Enfin, là-dessus, ça peut avoir une incidence. Et puis, il y a bientôt les sénatoriales. Donc, faut pas oublier, ils vont tous, ça va encore être la course à l'échalote, ils vont tous vouloir retrouver leur poste, machin et tout. Et même si c'est pas, enfin, les citoyens ne votent pas directement pour les sénateurs, puisque c'est une élection avec des grands électeurs, ça vaut quand même le coup de s'adresser à eux, de leur demander ce qu'ils pensent de tel ou tel projet d'aménagement sur leur territoire et de les shamer quand ils répondent pas bien. Sachant que voilà, les maires, souvent les petits élus en tout cas, peuvent être plus facilement de votre côté, donc peuvent pousser aussi plus facilement cet échelon sénatorial, paradoxalement. Voilà. Et puis ouais, truc assez fou, enfin moi quand j'ai commencé à faire un peu de plaidoyer, c'est vrai que un des trucs qui m'a surpris, c'est que les députés et les sénateurs sont quand même beaucoup plus faciles à rencontrer qu'on ne croit.
même beaucoup plus facile à rencontrer qu'un élu régional. Euh, Parce qu'ils sont censés avoir cette proximité avec les gens, en fait, et je sais pas, le travail législatif n'a pas du tout la même manière de s'exercer que le travail, enfin l'exercice du pouvoir, et c'est assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des mails. Voilà, voilà. Donc, bon, j'avais un exemple de la campagne Amazon, mais c'est déjà il y a longtemps, mais les Amis de la Terre avaient créé donc avec Alma Dufour qui maintenant est députée, mais tout un travail de plaidoyer en fait pour essayer d'empêcher, enfin d'obtenir un moratoire sur sur les entrepôts Amazon, les entrepôts de e-commerce. Et c'était vraiment un travail de dingue parce qu'ils avaient créé un kit entier d'interpellation, mais vraiment bien fouillé avec tous les arguments et tout. Et ils avaient formé plus d'une centaine de personnes en France à appeler les députés. Et avec ce pool de personnes, en fait, on avait rencontré vraiment à l'appel les députés et on avait failli retourner l'Assemblée alors que c'était pas gagné du tout. Et bref, c'était très, très instructif et très, très euh, formateur pour tout le monde et quasi victorieux. Donc, enfin, c'est un peu le truc que moi, j'aimerais qu'on remette en place au niveau aviation fort bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'était assez rapide. Oui. Ouais. Juste une petite question par rapport aux députés. Euh, j'avais cru comprendre, moi, qu'un député n'avait pas compétence à intervenir auprès, pardon, d'une agglomération, d'une commune, notamment sur un projet comme une extension d'aérodrome. Il peut évidemment en parler avec l'élu, aussi son élu, le maire, mais qu'il n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Bah, il n'a pas de pouvoir en soi. Non, C'est-à-dire qu'il ne peut pas décréter que le projet ne se fera pas ou qu'il se fera. Et sûr. son domaine d'action, c'est le vote des lois. Mais ils ont ce pouvoir médiatique, en tout cas, d'interpeller le gouvernement sur quelque chose. Mm. Et donc, oui, dans le cadre des questions au gouvernement, c'est quelque chose qui se fait totalement, de demander à un député d'aller porter la voix d'un collectif et de poser les questions. Mais il faut bien trouver l'angle, le bon angle, les questions qui fâchent, en fait, D'accord. sur lesquelles le gouvernement est responsable. Parce que c'est ça Mm. aussi, si le projet, c'est un projet qui est porté par la commune ou par la région et que le gouvernement enfin, que l'État n'a aucun pouvoir là-dessus, bon, ça m'étonnerait, l'État a toujours un peu de pouvoir, mais il faut trouver le bon angle, quoi. Nous, par Et, exemple, à Lille, c'était surtout sur les questions de couvre-feu, qui reviennent à l'État, en fait, mm. qu'on a sollicité nos députés. Et une deuxième question, et j'arrêterai là. Vous avez abordé donc le PCAET, hein, que nous avons actuellement sur les Sables d'Olonne, il en est question puisqu'il y a euh, une communication auprès des citoyens. Enfin, c'est un peu compliqué, je trouve. Et ce PCAET m'a amené à lire le MRAE, qui est la mission régionale d'autorité de l'environnement. Et sur ce document-là, j'ai pu voir qu'il y avait quand même beaucoup d'étonnement et de questions sur ce PCAET qui ne semble pas être si correct qu'il devrait l'être. Voilà, autant correct qu'il devait l'être. Et quel pouvoir avons-nous là-dessus? Parce que est-ce que la mission régionale là, d'autorité environnementale a du pouvoir pour modifier en fait les projets qui sont mis en Non, route? Non. elle n'a pas de pouvoir, elle n'a qu'un pouvoir consultatif. Enfin, elle veut seulement donner un avis sur les différentes choses qui sont proposées en termes d'aménagement, et ensuite, ce sont les élus ou le préfet qui décernent les autorisations. Mais alors nous, comment pouvons-nous intervenir? Parce que quand on lit ce rapport-là, bon, on se pose Bah, des questions quand même. dans ce cas-là, il faut reprendre ces avis de l'autorité environnementale et aller voir les élus avec et leur dire, regardez, l'autorité environnementale a dit ça, c'est ce que vous êtes en train de faire va à l'encontre de ce qu'elle dit. Et D'accord. pour le PCAET, après, je vous ai cité le PCAET parce que ça reste le document cadre hyper Mhm. important pour le climat. Malheureusement, pour l'aviation,
Non, il n'y a rien. Pas- Ça, je... non, Mm. voilà, tout bonnement parce que l'aviation, c'est le passager clandestin des émissions, voilà. Mm. C'est la DGAC qui gère et du coup, il n'y a rien dans aucun PCAET sur l'aviation. Les émissions de l'aviation ne seront jamais comptabilisées nulle part. Oui, il y a une phrase sur le Ouais, voilà. PCAET sur l'aérodrome, et comme j'avais écrit donc à la Réal, à l'Adréal, je veux dire, j'ai eu longuement un fonctionnaire de l'Adréal qui m'a expliqué qu'effectivement, il n'y avait pas dans ce Non. PCAET. Par contre, il y a obligation quand même d'avoir une mission régionale là, qui intervient sur l'environnement dès lors qu'il y a un projet d'extension de l'aérodrome. Et ils attendent justement, puisque le MRAE n'a pas encore été saisi, et il disait qu'il n'avait pas connaissance de l'avancement de production d'études d'impact par la collectivité. Or, c'est une obligation, m'ont-ils dit. Je connais pas bien le dossier, mais on pourra regarder ensemble peut-être. Mais oui, oui, normalement, il devrait y avoir un avis. Il faut savoir où sont les travaux sur cet avis de l'autorité environnementale. Ouais. Mm. Romain, tu avais une question? Oui. Alors, très rapidement, est-ce que tu saurais où est-ce qu'on peut trouver les contacts facilement en fait de toutes ces personnes-là? Donc, on est en train d'essayer de le faire autour de Marseille là, mais c'est très long. Et je me demandais s'il n'y avait pas déjà des listings qui existaient en mode Excel ou autre pour pouvoir simplifier tout ça. Non, je crois pas que ça existe. Enfin, en tout cas, c'est pas public. Mais la technique, la fameuse technique, c'est de trouver l'adresse d'un élu, n'importe lequel, souvent un élu qui est allié avec toi. Et souvent c'est prénom, point, nom, mairie-Marseille, je sais pas quoi, enfin bref, voilà. Et puis tu te fais ton propre Excel ensuite. Tu D'accord, donc ça copies tous n'existe les... pas, quoi. C'est ça Non, que je ouais, voulais dire. mais tu Ouais, ok. copies tous les noms, prénoms de tous les élus et tu fais à la main. Et enfin à la main. Tu automatises, mais du coup, ouais, ouais. Mais ça marche hyper bien, hein. Voilà. C'est juste chiant quand ils ont je vais tout te dire. C'est juste super chiant quand ils ont des noms composés, qu'on ne sait pas comment ils ont été Ouais, calculés, quand ils ont des apostrophes dans leur nom. Voilà. Mais non, non, en vrai, c'est comme ça que quasiment tout le monde fait. ok, ça En marche. revanche, pour les députés, là oui, les listings existent. Ils sont sur le site de l'Assemblée nationale, qui est une mine d'or. Vraiment, c'est un truc de dingue, ce site. Et il y a même leur compte Twitter. Enfin, c'est très impressionnant. Super, merci bien. Voilà. Pas d'autres questions? Et ben alors on passe à la suite. Euh, Donc je vais vous proposer de parler de comment on fait maintenant pour rencontrer ce fameux élu une fois qu'on... Donc d'abord on va trouver qui c'est la bonne personne. Donc il faut bien cibler et profiler l'élu. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément d'organigramme type pour les collectivités. Donc il va falloir vous aller voir à qui vous voulez parler. Et ça passe par un petit peu de travail de veille pour d'une part comprendre qui maîtrise la décision que vous souhaitez obtenir, et d'autre part qui est peut-être a de l'influence sur la personne qui maîtrise cette décision. Euh, Si vous hésitez entre plusieurs élus, allez regarder un peu leur sensibilité, leur positionnement dans l'histoire, enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets connexes par le passé, et leur domaine de prédilection. Est-ce que vous pensez qu'ils s'y connaissent sur le sujet ou pas? Ça, c'est hyper important à faire parce qu'en fait, ça va vous épargner bien des soucis par la suite. Parce que si vous n'avez pas la bonne personne, en fait, vous allez juste perdre votre temps. Enfin, les élus soit qui servent, qui n'ont pas du tout envie de vous écouter, soit qui n'ont pas la bonne compétence, en fait, ne vont pas vous recevoir. Et vous allez juste essayer de les avoir au téléphone et puis de les appeler et puis de machin et tout, sans finalement y arriver. Donc, ouais, n'hésitez pas à écouter les derniers conseils régionaux ou métropolitains sur les sites des différentes communautés. C'est des choses qui existent, qui sont normalement visibles en replay. C'est assez chiant à regarder. Mais bon, voilà, ça passe comme un podcast pendant que vous faites autre chose. Et du coup, vous allez repérer les mots-clés que ces élus-là utilisent. Vous allez repérer aussi euh,
les jeux de pouvoir, qui a l'air d'avoir de l'influence sur qui est sarcastique quand machin dit ça, etc. Et comprendre mieux aussi leur position au sein de l'hémicycle. Vous allez voir que finalement, le président du conseil et ses vice-présidents sont excessivement puissants, alors que les autres ont quand même beaucoup, beaucoup moins de pouvoir. Mais vous allez voir aussi que dans l'opposition, il y en a peut-être 2-3 qui tirent leur épingle du jeu et qui parlent beaucoup, et d'autres qui sont très passifs. Donc tout ça, c'est des choses à essayer de décrypter en amont de vos prises de contact. Ça vous favorisera le travail. Après, n'hésitez pas aussi à faire de la prise de contact en gros si vous avez plein de militants qui peuvent faire le travail, parce que y a toujours des choses qui sont invisibles et vous allez avoir des effets de ricochet entre les élus qui se parlent entre eux, bien évidemment. Donc, si vous montrez que vous êtes cohérent, que vous avez vraiment beaucoup de monde qui peut leur parler, etc., ça peut aussi avoir de l'influence. Il ne faut pas cibler seulement la personne, mais aussi le contexte. C'est important de se dire que parfois on a des effets d'opportunité, genre cette histoire de changement de compétences à la mairie de Marseille, là, le tourisme qui revient à la mairie de Marseille et qui n'est plus à la métropole, c'est un effet d'aubaine. Il faut justement en profiter pour aller rencontrer Laurent Lardit, donc, qui est l'élu sur le tourisme, je pense. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, si vous n'arrivez pas forcément à bien décrypter les choses de l'extérieur, quelque chose qui peut être très chouette, c'est de faire un rendez-vous avec un élu qui est allié de votre cause. Vous n'avez pas besoin d'en faire la pub ou quoi, mais simplement, c'est du donnant-donnant. Lui, vous allez l'outiller sur votre lutte pour qu'il en parle en hémicycle. Et vous allez lui demander en retour de vous rencarder un peu sur les différentes personnes qui sont influentes dans l'hémicycle, pour pouvoir justement aller plus vite sur votre stratégie de plaidoyer. Donc ça, c'est vraiment fondamental de commencer par là et de ne pas forcément se fatiguer à partir sur un peu tous les élus possibles et imaginables. Ensuite, vous avez aussi une autre source d'infos, c'est Twitter notamment. Enfin, donc votre moteur de recherche, bien évidemment, hein. Googlez les élus, trouvez des coupures de presse sur eux, sur comment ils s'en sont arrivés là, quel est leur parcours politique, quelle est leur situation familiale, est-ce qu'ils sont sensibles, enfin, quelle valeur en fait derrière il peut y avoir qui sous-tend leur action. Et puis, parce qu'en fait, c'est des humains, c'est pas seulement des bêtes de scène politique, hein, c'est des personnes derrière. Et du coup, c'est assez intéressant de savoir quelle est la personne à laquelle on va s'adresser. Et Twitter, ça marche hyper bien aussi. Moi, vous voyez, j'ai des petites listes Twitter sur TweetDeck de tous les députés du 59 et tous les députés du 62. Comme ça, je les ai pas dans ma timeline parce que c'est très pénible d'avoir ces gens-là le reste du temps, mais je peux aller voir quand je fais de la veille ou quand on interpelle des gens, je peux aller voir ce qu'ils disent et est-ce que nos sujets ont percé ou pas. Voilà. Ensuite, on prend le rendez-vous. Donc, on fait comme Romain cherchait à faire. On... on recherche l'adresse email et puis une fois qu'on l'a trouvée, on envoie un mail. Deux choses importantes. Donc, l'envoi de mail, c'est vraiment un classique. Faut pas avoir peur de le faire. Après, votre mail peut être plus ou moins pertinent. Et bon, voilà, il faut quand même essayer de le rédiger de manière assez correcte pour donner envie à la personne de vous rencontrer. J'aurais tendance à dire que faut éviter de balancer tout de suite tous vos arguments contre un truc dans le premier mail, mais il faut pas non plus avancer masqué. Faut pas dire nous sommes un groupe de citoyens et puis rien dire sur exactement ce que vous pensez. Donc vous dites, vous dévoilez un peu votre jeu, vous dites qu'effectivement vous êtes contre ce projet, mais que vous aimeriez entendre l'élu sur tel ou tel point du truc sans forcément être complètement fermé pour que l'élu ait l'impression que ça soit intéressant de vous rencontrer. Si jamais la personne ne vous répond pas, eh bien vous allez relancer. Il n'y a pas vraiment de règles, ça se fait tout le temps au feeling, ces trucs-là. Mais bon, les députés, en général, ils répondent dans les 2 semaines. Les élus régionaux, c'est beaucoup plus long. Bon, ça c'est mon expérience, hein, je sais pas, il n'y a pas de règle. Mais bref, du coup, n'hésitez pas à aller chercher d'autres manières de contacter la personne. Ça peut être en demandant justement à un élu allié de vous donner le contact d'un collab
ou un chef de cabinet, ou enfin en tout cas de trouver une forme qui permette d'arriver à atteindre votre cible, parce qu'effectivement le mail seul souvent ne suffit pas. Et parfois, le blocage est tel, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est lié à de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté, ou juste le fait qu'ils sont sous l'eau, ou le fait qu'ils ne sont pas intéressés par nos sujets. Mais c'est vrai que ça arrive très souvent de ne pas avoir de réponse du tout. Et dans ce cas-là, il ne faut pas oublier d'aller dans la presse, en fait, d'aller dire des trucs et d'aller commencer à parler pour que l'élu se sente obligé de vous rencontrer parce que vous commencez à peser dans le jeu, en faisant du coup augmenter le rapport de force. Donc, en le mettant en difficulté, en faisant en sorte, parfois, vous n'allez pas réussir à rencontrer l'élu du tout, mais la presse va poser les questions à l'élu à votre place, parce que vous avez tellement fait de battage médiatique qu'en fait, bah, enfin, la presse va s'emparer du sujet et ça devient intéressant. Et puis, une autre méthode qui peut être assez chouette, c'est de provoquer la rencontre. Donc, de faire une mini-action, d'arriver devant les bureaux et d'attendre la personne, et de l'accueillir de manière bienveillante et non violente, mais quand même, en tout cas, d'y aller, quoi. Ça avait été le cas à Marseille une fois sur le plan climat, on avait fait une action et puis du coup, le vice-président au plan climat nous avait reçus à l'issue du conseil. Et on avait d'ailleurs mal préparé ce rendez-vous-là parce que nous, on voulait juste faire une action, on voulait pas forcément le rencontrer, mais une fois qu'on avait le rendez-vous, ben, on l'a pris, quoi. Préparer son rendez-vous. Donc, je l'ai déjà dit, comprendre sa cible et comprendre le moment dans lequel on s'inscrit, c'est fondamental. Et ensuite, il faut bien vous poser la question. Il faut vraiment jamais aller à un rendez-vous avec un élu pas préparé. Et il faut bien vous poser la question, et si possible collectivement au sein du groupe, c'est quoi votre objectif à vous pour cette réunion? Avec quoi vous voulez ressortir de la réunion? C'est fondamental parce que vous verrez qu'avec les élus, on peut facilement se faire mener en bateau, mais c'est même pas forcément enfin, calculé de leur part. Enfin, je sais pas trop en fait, ça dépend. Mais en tout cas, il y a ce truc de la discussion dérape où on part sur d'autres choses, etc. Et en fait, on repart pas avec ce qu'on avait prévu. Donc, faites-vous une checklist, c'est quoi qu'on veut. Est-ce que je veux ressortir avec des informations? Est-ce que je veux ressortir avec un autre rendez-vous, un échéancier de mise en place? Est-ce que je veux ressortir avec une réponse à une question pour pouvoir la donner à la presse et dire que cette personne, finalement, ne fait pas son travail? Est-ce que, enfin, il y a plein de trucs possibles, mais en tout cas, il faut absolument que vous ayez mis en place ça et que vous ayez un peu une checklist dans la tête de ce que vous allez obtenir. Et puis ensuite, il faut anticiper comment vous allez faire votre demande. Donc, un truc qui est indispensable, c'est d'avoir bien en tête la manière dont vous présentez votre collectif. Ne le présentez pas d'une manière trop militante, parce que si c'est un rendez-vous avec un élu plutôt de droite ou centriste, c'est vrai que ça freine, forcément. Il se dit, oh là là, les islamo-gauchistes sont encore autour. Non, mais bref, bon voilà, faites attention à comment vous présentez les choses et à comment vous allez amener votre demande, parce qu'effectivement, il y a toute une installation du contexte qu'il faut faire, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Il faut aussi que vous puissiez aller un peu droit au but. L'élu n'est pas non plus une personne qui a beaucoup de temps. Et c'est rare qu'un rendez-vous dure plus de, allez, 40 minutes. Nous, une fois, on a passé 1h30 avec le vice-président à la région. Ça n'a servi à rien, mais c'était très intéressant. Mais ça n'a servi à rien. Bref, donc voilà, en tout cas, faites en sorte d'avoir une checklist, que cette checklist soit partagée avec toutes les personnes qui viennent au rendez-vous. Et si possible, soyez pas une armée au rendez-vous. Soyez peut-être entre 2 et 3, c'est bien. C'est chouette s'il y a des nouveaux aussi qui participent à ces rendez-vous pour pouvoir en faire d'autres après. Et en fonction de la difficulté du rendez-vous, j'ai envie de dire, envoyer les personnes qui se sentent le plus à l'aise avec ça et essayer de respecter la parité. J'ai dit ça là, mais je ne sais pas s'il fallait que je le dise là. Ensuite, une fois que vous avez pris rendez-vous, que la personne vous dit oui, je souhaite vous recevoir à telle date. Bon, il faut savoir que le à telle date, ça va toujours être en semaine et dans les jours, enfin dans les heures de travail. Donc c'est cool d'avoir un travail en décalé ou bien d'être en capacité de se réorganiser, sinon c'est galère. La démocratie, c'est aussi ça. Hein, ça ne fonctionne pas pour les gens qui ont des boulots contraignants. Soit dit en passant, c'est chouette d'envoyer déjà une proposition d'ordre du jour à l'élu. Comme ça, il voit que vous êtes sérieux
que vous ne venez pas juste pour lui perdre du temps, et puis que vous savez, il sait aussi, il peut préparer les points que vous souhaitez aborder. Il va pouvoir proposer à son équipe, à son collab ou autre, de défricher un petit peu. Ensuite, vous préparez vos lignes rouges, donc les objectifs de réunion et ce avec quoi vous voulez sortir, mais aussi les choses avec lesquelles c'est non, en fait, il y a plus de raison de continuer le dialogue. Enfin, si, il faut toujours maintenir le dialogue, mais on y reviendra après. Mais en tout cas, que vous acterez que cette personne ne va pas vous permettre de faire avancer votre stratégie. Voilà, clarifier vos revendications, c'est bien de le faire à l'écrit et d'être bien précis sur les termes parce qu'on s'aperçoit vraiment facilement qu'on n'a pas toujours les mêmes objectifs, notamment si vous faites des rendez-vous de plaidoyer dans le cadre d'une alliance avec d'autres partenaires, que ces partenaires n'ont pas forcément les mêmes revendications que vous au départ. Il va falloir faire des compromis sur ces différentes revendications, puis essayer d'anticiper les réactions de l'élu pour voir comment vous allez pouvoir rebondir si jamais la personne freine tout, bloque tout. Voilà. Et on définit donc qui va au rendez-vous, qui dans le collectif, qui avec d'autres collectifs ou pas. Et se répartir les prises de parole en amont, c'est important. Ce qui est bien, c'est d'avoir une personne qui est qu'on présente comme la personne qui va animer la réunion, si l'élu le veut bien. Quand c'est des vieux mâles blancs de plus de 50 ans à cravate, en général, ils n'aiment pas trop qu'on leur fasse ça. Mais bref, vous pouvez toujours essayer. Mais voilà, en tout cas, qu'il y ait une personne qui soit en charge de peut-être d'animer, voilà, une personne qui va prendre des notes. Je pense que c'est mieux d'avoir un crayon et un papier parce que ça instaure moins de distance que l'ordinateur. Maintenant, si la réunion est vraiment très dense, prenez un ordi. Et puis, après, vous pouvez avoir différentes stratégies en fonction de vos personnalités, de comment vous vous sentez à l'aise avec le sujet, mais il peut y avoir une personne qui présente vraiment le fond et une personne qui essaye de faire avancer la demande ou des demandes plus précises d'autres rendez-vous. Ou bien, ça peut être, vous pouvez avoir une stratégie de good cop, bad cop aussi, si vous y arrivez. Ça marche, hein, c'est prouvé par la science. Toute la question, c'est de comment le mettre en œuvre pour que ça soit suffisamment subtil, pour que ça soit pas trop déjoué par l'élu. Et puis, voilà, préparer votre présentation. Globalement, j'ai tout. Ah oui, adapter son argumentaire, c'est ce que je disais, c'est vraiment, vous n'allez pas vous adresser pareil à un élu de droite et un élu allié de la NUPES, quoi. Vous n'arrivez pas sur le même terrain. Je vais désactiver ton son, Annie. Hop, voilà, parce qu'on t'entendait. Ensuite, pendant le rendez-vous. Alors, il y a plusieurs possibilités pour se positionner face aux élus. Je vais vous les lister juste après dans les slides suivantes. Et il faut également éviter les pièges classiques. Donc, le piège numéro 1, c'est d'avoir aucune trace de ce qu'on s'est dit. Donc, il faut prendre un CR et il faut l'envoyer à l'élu immédiatement après. Ce qui est chouette, c'est de prendre même 2 CR. Enfin, d'avoir un CR bien détaillé pour le collectif, pour qu'au sein du groupe, l'information soit partagée et circule largement, et un CR plus synthétique sous forme de liste à puces qu'on envoie à l'élu et à qui on demande de clarifier, de valider le CR. Donc, comment on se positionne face aux élus? Globalement, on peut imaginer placer les élus dans un cadran comme ça, avec du coup, soit les élus sont très influents ou puissants, soit peu influents ou puissants, donc sur l'axe horizontal, et sur l'axe vertical, ils ont un haut niveau d'ambition pour le climat ou un bas niveau d'ambition pour le climat. En gros, on peut classer à peu près comme ça les gens. Du coup, en fonction de comment sont les élus, vous allez adapter votre posture. Si l'élu est au plus haut niveau d'engagement, enfin très haut niveau d'engagement sur le climat, et plutôt influent et puissant. Moi, je ne me rends compte pas beaucoup, c'est comme ça. Mais bref, si c'est ça, il faut travailler en coopération, servir d'appui et valoriser leur action. Il faut faire en sorte, en fait, de leur permettre de reprendre vos revendications, leur permettre de bien les comprendre, donc les former, en fait. C'est vraiment, vous les coachez, hein, ces élus-là, pour qu'ils aillent plus loin dans leur démarche et qu'en fait,
ils aillent vraiment reprendre vos revendications. En général, c'est des élus avec lesquels on travaille assez fréquemment, qu'on connaît déjà un peu, ou alors on est surtout en contact avec les collabs parce que ils sont aussi issus du mouvement climat, ou enfin bon voilà, mais en tout cas on arrive à les trouver facilement ceux-là. Et, et ouais, il faut juste les coacher. Enfin juste, c'est aussi du travail, hein. Ensuite, si vous avez un élu à faible niveau d'engagement, mais assez puissant, donc il y en a plein. Il va falloir pas le lâcher, ou pas la lâcher, et faire un travail de pédagogie. En fait, essayer de faire comprendre quels sont les véritables enjeux, essayer de déconstruire le greenwashing qui peut être fait par la partie adverse, ou les différents travaux d'influence qui sont faits par la partie adverse, et essayer de faire parler son électorat de nos sujets. Ça, c'est super important, parce que du coup, la personne va se rendre compte que finalement, les gens par qui elle a été élue, sa base, eh bien, ça demande aussi plus sur ce sujet-là. Et, voilà, globalement, c'est un peu, c'est assez difficile à faire parce que c'est assez difficile à provoquer au départ. C'est des élus qui vont être assez, pardon. C'est des élus qui vont être assez difficiles à toucher dès le début. Moi, un truc que je recommande aussi, c'est pour ceux-là, c'est de travailler sur les valeurs. C'est d'essayer de comprendre quelles sont les valeurs qui les meuvent pour trouver des ressorts psychologiques où vous allez leur montrer que vous partagez ces mêmes valeurs et que du coup, ils auraient tout intérêt à travailler avec vous. Un exemple, je sais pas, par exemple, les élus de droite, enfin, les élus un peu classiques là qu'on a dans les Hauts-de-France, c'est vachement des élus très paternalistes en fait, qui pensent vraiment faire bien les choses et gérer en bon père de famille, etc., etc. Et ces élus-là, ils aiment bien l'ordre en fait, ils aiment bien la tradition, ils aiment bien ce genre de trucs. Et leur parler du fait que le changement climatique menace l'ordre, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, pour expliquer qu'en fait, nous aussi, on a envie de vivre dans une société apaisée, et où il n'y a pas une guerre civile et où les choses voilà, se passent bien, et qu'en fait, leur devoir de protection de soi-disant bon père de famille passe aussi en fait par une prise en compte de la crise climatique. Donc voilà, c'est un exemple, hein, mais il va falloir aller chercher ce genre de truc. Ensuite, vous avez un élu très haut d'engagement, mais assez peu influent ou peu puissant. Là, il y en a plein aussi. Donc, ce qui est important, c'est de voir si cette personne siège dans des commissions qui peuvent nous être utiles. Si oui, ça devient une opposition intéressante et ça devient un allié qu'il faut conserver, avec qui il faut avoir de bons rapports, qu'il faut rencontrer régulièrement pour avoir les informations sur les sujets. Sinon, en général, finalement, c'est pas une personne qui malheureusement va pouvoir vous aider. Et donc, c'est pas non plus la peine de lui tenir la jambe trop. Ceci dit, on peut toujours lui demander des conseils sur la manière dont fonctionne l'hémicycle. Ça, c'est toujours intéressant, comme je disais au début. Mais en tout cas, ouais, malheureusement, les élus d'opposition ont très peu de pouvoir. En fait, c'est comme ça. Voilà. Et puis, si c'est un élu de faible niveau d'engagement et peu influent ou peu puissant, laissez tomber. On n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas l'énergie pour faire tout. Donc, oubliez. Les pièges, du coup, on va passer aux pièges plus détaillés. Donc, la réunion est non préparée. Là, ça va pas. En vrai, ça va être très compliqué, les réunions non préparées. Donc, il faut clarifier ses objectifs, ses demandes en amont, définir qui dit quoi. Et le jour J, bien matraquer, bien aller à l'essentiel pour aller cocher cette fameuse case ou ces fameuses cases que vous vous êtes données en amont, que vous voulez absolument remplir. Si vous avez une posture peu constructive face à vous, essayez de montrer en quoi vous pouvez être un soutien, en quoi vous pouvez en fait faire avancer les choses, en quoi l'élu va pouvoir, grâce à vous, gagner de la crédibilité et peut-être des votes, ou peut-être plus de notoriété.
et montrer que vous êtes représentatif d'une certaine partie de la population. Voilà. Si vous avez une posture trop molle en face de vous, il faut s'appuyer sur le rapport de force. Donc, soit venir avec des acteurs et actrices variés au rendez-vous, par exemple des parents d'élèves sur des questions de voirie, enfin de transport en face des écoles, ou parler des différentes mobilisations que vous avez pu organiser, la dernière marche qui était un succès avec les riverains, ce genre de trucs, pour essayer de pas faire peur, mais en tout cas, ouais, faire grimper le rapport de force et obliger l'élu à sortir un peu de cette posture molle. Se faire bloquer par un argumentaire technique, ça en vrai, faut pas que ça vous arrive. Enfin, il y a aucune raison pour que l'élu soit mieux préparé que vous. Ils connaissent pas leur sujet, ils ont pas le temps. C'est vous les experts et enfin, vraiment, je le dis en toute en toute bonne foi, on est 100 fois plus experts qu'eux, c'est juste qu'on a un syndrome de l'imposteur monumental. Mais en fait, il faut y aller, il faut se dire qu'on est légitime et en fait, quand bien même vous connaîtriez pas tous les sujets, parce que vous savez pas, quel service fait quel truc et machin et parce que vous avez oublié un chiffre, c'est normal, c'est pas votre travail, vous êtes pas payés pour ça. Alors qu'eux, en l'occurrence, ils siègent là depuis bien longtemps et oui, en général, ils sont payés grassement pour ne pas connaître ces sujets. Donc ouais, enfin, bon, révisez bien, mais sentez-vous légitime et même si vous savez pas tout, vous êtes quand même vachement légitime à être là dans ce rendez-vous avec un élu. Se faire renvoyer à des processus dans 1000 temps, alors ça c'est chiant parce qu'effectivement c'est souvent vrai. Enfin, c'est souvent ah oui, mais en fait ça va dans telle délibération, dans tel machin, sous-dossier, truc. Et du coup, effectivement, souvent ils vont vous renvoyer aux calendes grecques. Donc c'est bien de demander à avoir une prochaine réunion et de demander, enfin d'arriver à trouver la chose que vous pourrez obtenir quand même dans le temps imparti. Quand vous vous faites renvoyer à des processus existants qui éludent les demandes, donc c'est le fameux oui, mais il existe une étude d'approche équilibrée sur l'aéroport de Lille, donc on ne va pas mettre un couvre-feu tout de suite parce qu'ils sont en train de faire l'étude. Et ben là, ouais, c'est complexe, mais globalement, montrer que ça fonctionne pas en fait, que ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est quelque chose, c'est juste pour noyer le poisson. Donc, soit en détournant des processus officiels, en faisant votre propre concertation, ou en mettant en évidence les biais de ce processus-là. Et puis, l'élu qui se pense déjà au top, il y en a plein, essayez du coup de leur montrer, mais de manière positive, d'autres expériences intéressantes, des bonnes expériences, enfin en tout cas d'autres endroits en France où ça marche et où des décisions courageuses ont été prises. D'autant plus que, enfin, quand j'ai dit de manière positive, c'est un petit conseil que je vous ai donné à nulle part ailleurs, mais que je dois vous donner, c'est que enfin, c'est dur d'être élu quand même. Je sais pas pour les caresser dans le sens du poil, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que plein de gens viennent vous demander plein de trucs et du coup, ces personnes-là, en général, se blindent et se persuadent elles-mêmes que leur action est bonne. Et donc, ils ont un peu des écoutilles. Et quand on vient craquer ce vernis-là, bah, c'est pas très agréable pour eux. Et du coup, il vaut mieux le faire avec des pincettes, enfin, le faire en tout cas de manière douce, en essayant d'expliquer, en mettant la science et le sérieux de votre côté, et pas juste en leur rentrant dedans, en leur disant c'est nul ce que vous faites, quoi. Enfin, grosso modo, enrober un peu tout ça. Voilà. Et après le rendez-vous, du coup, bah, on partage le CR en groupe et on envoie une petite version courte aux élus. On leur demande de valider. S'ils ne répondent pas, c'est que c'est validé. Et ça, c'est tout bénef pour la prochaine fois. Et puis, on peut faire un mail de remerciement et établir un prochain rendez-vous. Le mieux, ça reste quand même d'avoir un bon contact avec la personne, avec le collab que vous avez pu rencontrer souvent, qui assiste au rendez-vous aussi, pour que cette communication-là soit plus fluide. Si vous avez seulement le contact mail de l'élu, en général, ça répond moins bien et c'est pas très agréable. Donc, pensez à prendre ce contact-là pour pouvoir revenir à la charge. Mais bon, parfois le contact passe moins bien avec le collab qu'avec l'élu, ça c'est pas évident.
Et si vous avez aussi d'autres personnes qui sont présentes au rendez-vous, des techniciens, etc., c'est aussi intéressant de prendre le contact direct avec eux. Ils n'ont pas le pouvoir décisionnaire et parfois ils vont être très frileux à discuter avec vous directement sans la présence de l'élu. Mais c'est aussi des personnes, en fait, c'est eux qui font le taf. Donc, c'est des personnes qui peuvent être alliées, qui peuvent vous faire comprendre mieux, en fait, comment faire avancer votre sujet. Voilà. Et donc, bah, les grands points récap. Donc, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'y va que si on est bien préparé. On peut amener des notes, des documents, des trucs à leur laisser, des flyers, on ne sait pas s'ils les lisent, mais ça peut toujours être bien, surtout sur des trucs techniques où en fait ils boivent le greenwashing du secteur depuis des lustres. C'est cool de recadrer un peu. Et puis adapter donc le langage à sa cible, ça c'est fondamental. Voilà, entre vous, donc bah, la répartition de la parole, c'est super important. Qui fait quoi et être représentatif. On peut demander à prendre une photo, c'est même chouette. Par contre, c'est bien de le faire pas dans un cadre où où on donne l'impression qu'on collabore et que tout va bien et qu'on est amis pour toujours, mais plus dans le rendez-vous ou en action, au moment, enfin voilà, à un moment où on voit bien qu'il y a un dialogue, mais c'est tout. Il n'y a pas non plus une entente, quoi. Et puis ensuite, bah, à la fin de la réunion, avant de sortir, vous vous assurez bien que vous avez toutes vos prochaines étapes. Et puis vous prenez un temps pour débriefer parce qu'en fait, vous n'allez pas tous avoir ressenti les mêmes choses au sein du rendez-vous. C'est des moments où justement, où il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Il y a beaucoup de non-verbal, il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup enfin, plein de trucs. Et ça vaut le coup du coup d'avoir plusieurs cerveaux pour les débriefer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non, ça va? Je suis désolée, c'est une formation. Du coup, comme il n'y a même pas la partie atelier, ça reste une formation qui est assez descendante et j'en suis navrée. Et du coup, bah, si vous n'avez pas de questions, je vais couper l'enregistrement. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Attendez, hop.